Bonsoir Éric Dupond-Moretti. Bonsoir Monsieur Duhamel. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche, ancien garde des Sceaux, ancien avocat. Je vous ai reçu sur ce plateau plusieurs fois pour parler politique pénale, laxisme présumé de la justice, du Rassemblement national aussi. On parlera de tout cela dans un instant, mais si vous venez nous voir ce soir, c'est parce que dans un peu plus de 10 jours, le 1er février, vous monterez sur scène, au Théâtre Marigny, pour un seul en scène. J'ai dit oui, on en parle bien évidemment dans un instant, mais juste avant, je voudrais vous entendre sur ce que l'on vit, ces images, les Israéliens, les habitants de Tel Aviv émus, avec cette information, le début de cette trêve qui rentre en vigueur, et ces 3 otages, 3 désormais ex-otages libérés par le Hamas. Je voudrais avoir votre sentiment sur, bien évidemment, cette émotion et la fin de l'horreur pour ces 3 otages et une prochaine libération qui doit intervenir dans 6 jours. D'abord, je pense qu'on ne peut que se féliciter de la libération de ces 3 femmes, mais en même temps, quand on regarde les images, on est frappé par l'émotion et la retenue. On la sent, elle est tangible, parce que la libération, j'allais dire au compte-gouttes, est quelque chose d'absolument terrifiant pour les familles qui sont dans l'attente. D'abord, on a dit les femmes et les enfants, n'est-ce pas? Et puis ensuite, des hommes. Et donc, quand la dernière femme aura été libérée, des familles vont comprendre que certaines femmes sont mortes. Puis viendra le tour des hommes, et là encore, des corps seront restitués aux familles. Et cette période, elle est à l'évidence absolument mortifère. C'est terrifiant, cette attente. Un mot encore sur ce sujet, puisque vous étiez garde des Sceaux le 7 octobre, quand ces massacres, ces attentats terroristes ont été commis. Quel souvenir vous gardez en tant que responsable politique, gouvernemental, à un moment donné aussi où il a fallu que la machine étatique, si j'ose dire, puisse répondre à ce qui était en train de se passer? Quel souvenir est-ce que vous gardez de ce 7 octobre? D'abord les images, absolument terrifiantes. Les femmes, les enfants, les hommes qui sont traînés par des gens du Hamas. Et puis très vite, le choix politique de LFI notamment pour nier le fait qu'il s'agit de terroristes dans le cadre d'une attaque terroriste. Ils n'ont pas voulu prononcer ces mots, et pourtant ces mots étaient des évidences. Très vite, le président de la République s'est exprimé. Il a dit qu'il s'agissait évidemment d'attaques terroristes. On a envisagé le corridor humanitaire, le droit pour Israël de se défendre, la création, évidemment, la partition des 2 États. Tout ça a été une période très, très difficile. Et bien sûr, je n'oublie pas les otages français. Et d'ailleurs, certains des hommes qui sont encore otages aujourd'hui sont de nationalité française. Et je précise bien évidemment à ceux qui nous regardent que vous suivrez toutes les images, ce qui est en train de se jouer en ce moment, non seulement à Tel Aviv, mais aussi à Reim, l'endroit où les hélicoptères de l'armée israélienne doivent décoller dans les minutes qui viennent pour bien précisément héliporter ces 3 ex-otages vivants en bonne santé, nous dit-on, qui doivent arriver dans la banlieue de Tel Aviv à l'hôpital pour se faire examiner. Éric Dupond-Moretti, je le disais donc, un seul en scène. J'ai dit oui. Voilà le nom, on va peut-être voir l'affiche apparaître au Théâtre Marigny à partir du 1er février. Ça veut dire que c'est fini la langue de bois, la solidarité gouvernementale. Au fond, vous savez, il y a souvent ces livres de politique qui publient quelques mois, quelques années après avoir été ministre, où ils disent voilà, ça c'est tout ce que j'ai toujours rêvé de vous dire, mais que je ne pouvais pas vous dire. C'est ça, ce seul en scène? C'est un peu ça, mais pas que ça. D'abord, j'avais fait un seul en scène pour expliquer ce qu'était le métier d'avocat et ses coulisses. Puis, le confinement et ma nomination, la conjugaison des 2, a fait que j'ai pas pu continuer ce spectacle. Je me suis consacré complètement, totalement à la mission qui était la mienne. Et puis, j'ai constaté à de nombreuses reprises, à de très nombreuses occasions, que les gens ne savaient pas ce que faisait un ministre, comment il le faisait. Pourquoi un politique ne peut pas forcément toujours dire la vérité. Et donc faire de la langue de bois quand il est reçu sur les plateaux de télévision, mais défendre ses collègues là où il en pense l'inverse. Vous inquiétez pas, Monsieur Duhamel, vous verrez, si vous me faites l'honneur de venir, que j'évoque aussi la relation entre les politiques et les journalistes. Car certains d'entre vous confondent bienveillance et complaisance. Et ils ont tellement peur de passer pour des journalistes aux ordres
qu'ils ne conçoivent au fond l'interview que comme un combat, voyez-vous. Bon. Et puis parler de justice et de politique pénale devant un journaliste qui n'envisage la justice que sous l'angle du fait divers, je le dis, c'est impossible et c'est dangereux. Donc on va évoquer tous ces sujets avec évidemment de l'humour, c'est nécessaire, et de l'autodérision. Vous le disiez, Éric Dupond-Moretti, vous aviez déjà joué au théâtre pour raconter les coulisses de votre vie d'avocat. Est-ce qu'au fond, avec le caractère que les Français vous connaissent, votre grande gueule, est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas plus fait pour monter sur scène, être comédienne, pour être ministre? Est-ce que ça ne correspond pas plus à votre caractère, à la façon dont vous envisagez les choses? C'est peut-être ça votre vrai élément, en fait. Non, peut-être que vous ne connaissez pas mon bilan. C'est la première réponse. Assez souvent, dans les interviews, on en a parlé ici, vous les mettiez en avant, donc... Mais c'est quand même la première réponse qui me vient à l'esprit. Et au fond, pourquoi pas? Parce que il y a tellement d'infos, vous voyez, un clou chasse l'autre. Et l'une des difficultés pour les ministres et pour les gens qui font de la politique, c'est d'expliquer ce qu'ils ont fait. Sachant que ce qui est consensuel est moins intéressant pour certains de vos confrères que ce qui fait le buzz. Bon, donc j'ai un bilan. Donc c'est ça en fait, le spectacle, c'est régler ses comptes avec les médias, avec les journalistes, c'est ça? Non, mais c'est dire un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire quand on est ministre. Voilà. Parce que, naturellement, il y a un certain nombre de polémiques que l'on évite quand on est ministre. Et je donne d'ailleurs dans ce spectacle un certain nombre d'exemples, bien sûr. Puis nos compatriotes, ils détestent le mensonge. Et ils supportent pas non plus la vérité. Et là aussi, je donnerai un certain nombre d'exemples, parce que c'est un partenariat. Il y a d'un côté les politiques, puis il y a de l'autre nos compatriotes qui regardent les politiques, qui les jugent de façon extrêmement sévère. Alors, je sais que c'est pas dans l'air du temps de réhabiliter les politiques, mais j'essaie de dire, moi, et d'analyser pour quelles raisons il y a ce désamour entre les politiques et les Français. Vous disiez il y a un instant, Éric Dupond-Moretti, j'ai un bilan. Parmi vos combats de ministre, vous vous êtes battu pendant 4 ans pour expliquer que la justice n'était pas laxiste. La France n'est pas un coupe-gorge. Ça, c'est une phrase que notamment vos opposants ont retenue. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, maintient que la justice est laxiste, qu'il y a un problème d'inexécution des peines. Gérald Darmanin, à votre place aujourd'hui, celle que vous occupiez, était celui qui parlait d'ensauvagement de la société. Vous avez perdu la bataille culturelle, idéologique. En fait, vous avez pendant 4 ans essayé d'expliquer que la justice n'était pas laxiste. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, eux, visiblement, pensent l'inverse. Alors, d'abord, les chiffres nous départagent, si tant est que nous ne disions pas tout à fait la même chose. Depuis des années, les peines qui sont prononcées sont de plus en plus sévères. Et les prisons sont pleines. Et par ailleurs, moi, j'ai tellement mesuré la difficulté de juger, je l'avais déjà mesuré lorsque j'étais avocat, que j'ai permis, c'est une des réformes que j'ai conduites, de filmer la justice pour qu'elle rentre dans le salon des Français et que vous mesuriez la difficulté, par exemple, de déterminer une peine juste. Moi, on peut me raconter tout ce qu'on veut, on peut dire ce que l'on veut, les chiffres sont là, ils sont têtus. Et donc Bruno Retailleau, il se trompe quand il dit qu'il y a un problème d'inexécution des peines? Attendez, si le jeu consiste à m'opposer à Bruno Retailleau, moi je joue pas. Je croyais que vous faisiez plus de langue de bois. Alors là, maintenant, c'est plus un collègue, il n'y a plus de solidarité gouvernementale. Si vous pensez l'inverse de Bruno Retailleau, vous pouvez le dire. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que Bruno Retailleau a tort, que Darmanin a tort, que les autres ont tort, que je suis seul à avoir raison? Je dis que moi, j'ai toujours soutenu la même ligne. La justice n'est pas laxiste. Les chiffres le démontrent. Maintenant, sortez les chiffres. Et si vous avez la démonstration de ce que je ne dis pas la vérité, alors d'accord, et je vous concéderai une erreur importante. Parce que depuis des années, je dis la même chose sur ces questions. Ensuite, vous savez, on a opposé, on a fait des petites guéguerres sémantiques. Ça, vous adorez faire ça. Ah bah vous aussi. Non, mais attendez. Darmanin a dit, Gérald a dit à un moment, ensauvagement. J'ai dit, moi, la sensibilité qui est la mienne ne me porte pas à utiliser les mêmes mots. 3 semaines de polémique. Ensuite, j'ai dit, monsieur Duhamel, il y a certes de l'insécurité, virgule, mais il y a aussi un sentiment d'insécurité, notamment alimenté par les chaînes d'information continue. Ça recommence. C'est vrai, d'opinion continue. Pardon, un crime décliné 50 fois, ça devient 50 crimes. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas réagir. Parce que si vous rectifiez le tir, vous savez, c'est le vieil adage, une fausse info et un démenti,
finissent par faire 2 infos. Et au fond, vous pouvez rien faire parce que sinon vous remettez une pièce dans la machine. C'est une des difficultés auxquelles les politiques sont confrontés. Éric Dupond-Moretti, quand vous entendez Gérald Darmanin dire quelques jours après sa nomination comme ministre de la Justice, rien ne va dans le ministère qui m'appartient sur la question de la drogue. Est-ce que là, quand vous lisez ça, quand vous entendez ça, vous n'avez pas une envie folle de dire « Ah bah sympa, en plus vous l'appeliez Gérald », parce que visiblement vous vous entendez bien. C'est pas hyper sympa pour votre bilan, ça, quand même, non ? Non, mais rien ne va parce que y a toujours un trafic de drogue, qu'il est de plus en plus important, qu'il y a plein de choses à faire. Mais Gérald Darmanin, il évoque aussi la reprise d'un texte que j'ai préparé sur le narcotrafic. Donc rien ne va. Pourquoi ? Non mais, pardon. Et si Gérald Darmanin disait Éric Dupond-Moretti a tout réglé, il n'y a plus de délinquance dans ce pays, mais qu'est-ce que vous me diriez ? Vous me diriez, vous ne croyez pas qu'il était excessif, Gérald Darmanin ? Non, mais le travail public que conduit un ministre, il ne s'arrête jamais, monsieur Duhamel. Donc, j'entends ce propos de Gérald, parce que je continue dans l'intimité à l'appeler Gérald, je l'entends parfaitement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bien sûr que ça ne s'achève pas avec tel ou tel ministre. Je voudrais d'ailleurs dire qu'il a eu l'élégance, lors de la passation de pouvoir, de me rendre hommage, et que, bien sûr, on ne peut pas dire que tous les problèmes sont réglés. Pour autant, un certain nombre de choses ont été faites et on ne peut pas les négliger. Quand il dit il faut regrouper les 100 narcotrafiquants les plus dangereux... Il a raison. Mais vous n'y aviez pas pensé On y a pensé, mais la mise en place et la mise en œuvre de cela, c'est complexe. Pourquoi ? Parce que si on fait ce centre dans l'Est de la France, le juge d'instruction qui se trouve à Limoges, est-ce qu'il va se déplacer pour aller interroger le détenu narcotrafiquant, oui ou non, ou est-ce qu'il va le faire venir à lui avec des problèmes d'escorte, par exemple ? Bon, la question des portables en prison, c'est une question sur laquelle nous avons déjà beaucoup travaillé. Il y a des obstacles technologiques, il y a des obstacles qui tiennent à la structure même des murs de la prison, avec du métal, Mais c'est une bonne idée, dites-vous. Mais bien sûr que c'est une bonne idée. Mais bien sûr que c'est une bonne idée. Nous avions commencé à travailler. Vous savez, moi j'ai quitté ce ministère, je vais vous dire, avec une petite larme à l'œil pour tous les personnels avec qui j'ai... Ça vous manque ou pas ? Non, mais écoutez-moi, j'ai été pendant 4 ans entouré par des gens formidables. Bon, quand vous les quittez, ça vous fait un petit pincement au cœur. Il y a une petite frustration parce que vous avez commencé à travailler sur des sujets et vous n'avez pas terminé le travail. Typiquement, la loi sur le narcotrafic. Mais en même temps, vous recouvrez votre liberté. Moi, le premier jour, je savais que ça avait une fin. On n'est pas propriétaire de son Marocain. Et moi, comme je l'ai dit, le jour de la passation, j'avais une vie avant et j'aurai une vie après. Et de fait, ce seul en scène est une des composantes de cette vie d'après. Un mot aussi sur un autre combat structurant qui a été le vôtre, et on en a souvent parlé à l'occasion d'interviews sur ce plateau quand vous étiez en fonction, la lutte contre le Rassemblement national. Et c'est vrai qu'il y a souvent des échos. Je me souviens à une interview où je vous avais posé la question plusieurs fois de savoir si le Rassemblement national était dans l'arc républicain. Vous ne répondiez pas toujours tout à fait. Cette semaine, François Rebsamen, ministre, a dit qu'il respectait toutes les forces politiques sauf le Rassemblement national. Alors après, il a un petit peu rétropédalé. Est-ce que vous respectez le Rassemblement national ? Je ne respecte pas ses valeurs. Je pense que ce parti ne s'est pas dédiabolisé. Et pour ne rien vous cacher, j'ai été un peu choqué après le décès de Jean-Marie Le Pen. Je pense que dans ces moments-là, c'est la dignité qui s'impose. D'une certaine façon, l'éloge ou le silence, et moi j'ai choisi le silence. Mais j'ai vu des choses indignes dans l'éloge. À savoir ? L'amnistie totale de tout. Enfin, il n'est plus aujourd'hui pour certains qu'un visionnaire. On a oublié tout le reste. Et puis de l'autre côté, j'ai vu des gens se comporter avec de façon totalement indigne. Enfin, ces gens qu'on a vus danser, sabrer le champagne. Je pense que on respecte les morts. Pour le reste, moi, je ne crois pas à la dédiabolisation. Par exemple, parce que certains responsables politiques ont réduit certaines des condamnations de Jean-Marie Le Pen à des polémiques. Faites allusion au tweet du Premier ministre. Vous voyez venir. Ça, quand François Bayrou tweet en parlant de polémique, pour vous, c'est une façon de minimiser... C'est euphémique. Mais je voudrais vous dire quelque chose, puisqu'on est parti de mon spectacle, et puis je suis un peu là pour ça, pardon. Tout à fait. Mais je crois savoir que dans votre spectacle, vous parlez de... Je parle peu de politique. Ah bon ? Ouais. Vous parlez pas du Rassemblement national dans votre spectacle ? Non.
Non, je suis pas venu pour faire un meeting, là. Ni une psychothérapie destinée à me réparer, pas du tout. Non, c'est pas assez long pour ça. Mais... Non, je fais pas mon... Non, mais tout va bien, surtout. Ouais. Je fais pas mon bilan, non plus. Ce que je souhaite, c'est que les gens sachent ce que c'est que le travail d'un ministre. Des politiques, peut-être de façon plus générale. Voilà, parce que si vous faites un micro-trottoir et demandez à des gens ce que c'est que le boulot d'un ministre, comment ça se passe au quotidien, je pense qu'ils le savent pas. Ouais. Donc moi, je souhaite que les gens sortent de là en se disant « Ah, on a appris un certain nombre de choses et ça n'est pas inintéressant. » Et le titre de ce spectacle, Éric Dupond-Moretti, j'ai dit oui, c'est ce que vous avez répondu au président de la République, après avoir dit à l'occasion de plusieurs interviews que jamais, au grand jamais... Non, attendez, vous allez voir, ma question est plus subtile que ce que vous pensez. Après avoir dit que jamais, au grand jamais, vous n'accepteriez de rentrer dans un gouvernement. Ce qui me frappe, et peut-être que l'aborderez-vous dans votre spectacle, c'est la relation singulière que vous avez au président. Faites partie des ministres, anciens ministres, chez qui on n'a jamais entendu une critique, un mot au-dessus de l'autre concernant Emmanuel Macron. J'ai retrouvé cette phrase de Christophe Castaner qui s'amusait d'une dimension amoureuse qu'il avait, entre guillemets, à l'égard d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a un peu de ça chez vous? Non, mais c'est extraordinaire. Vous allez pêcher une phrase prononcée par Christophe Castaner, que j'appelle aussi Christophe d'ailleurs, pour votre édification. Et vous me la plaquez. Donc, vous voudriez que je sois amoureux du président de la République. Écoutez, vous êtes sans doute un des seuls macronistes qui continue à assumer aujourd'hui que la dissolution était une bonne idée, alors même que le président lui-même a reconnu que elle n'avait pas produit les effets prévus. Les effets escomptés. Oui. Et je crois qu'il a ajouté une temporalité. Non, mais ok, je vais vous dire. Vous connaissez un pays stable politiquement. Si on élargissait un peu la focale et que on quitte un peu la polémique que vous affectionnez, Monsieur Benjamin Duhamel. Mais vous aussi parfois. Oui, sans doute. Mais l'Allemagne, c'est stable. La Roumanie, c'est stable, là. Les États-Unis, c'est stable. Vous voulez encore d'autres exemples? Alors, revenons en France. Vous considérez peut-être que Emmanuel Macron est responsable de tout. Non, je vous pose la question. Moi, j'ai dit que ce n'est pas lui qui avait composé l'Assemblée nationale. Pour le reste, le sentiment amoureux. Moi, je vais plutôt vous parler de loyauté, Monsieur Duhamel. Vous voyez, parce que il y a les loyaux, et puis les loyaux le temps qu'il faut. Et moi, je suis un loyal. Voilà, et j'estime que le président de la République, quand il a pris cette décision de dissoudre, qui n'a sans doute pas été une décision comprise par l'ensemble des Français, eh bien, il a anticipé une situation à laquelle nous aurions été confrontés, puisque moi, je crois que le gouvernement auquel j'ai eu l'honneur d'appartenir aurait été censuré. Oui. Et il y a eu la dissolution et la censure. Donc bon, c'est pas un franc succès stratégique et tactique. Ok, le président, il est responsable de tout. Et en plus, il n'a pas la qualité de médiumnité que vous avez sans doute. Oui. Je crois pas. Je pose la question simplement sur, puisque vous êtes un observateur avisé de la vie politique, la façon dont les socialistes ont décidé cette semaine de s'émanciper de la France insoumise, de ne pas censurer le gouvernement François Bayrou. Ça, vous vous êtes dit quoi? Bravo, Olivier Faure, formidable. Enfin. Mais François Bayrou, il réussit plutôt mieux qu'Emmanuel Macron. Non, mais François Bayrou, c'est le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Voilà. Vous voulez les dissocier? Vous voulez faire deux équipes? Vous voulez j'ai assez peu de doute sur l'équipe à laquelle vous appartiendrez. C'est fabuleux, la galerie des sentiments vus sous votre prisme. Alors il y a les amoureux, et puis il y a ceux qui s'entendent bien, il y a ceux qui s'entendent. Les choses, elles sont infiniment plus complexes que ça. Vous savez de quoi on crève là? C'est du manque de nuances. Ouais, voilà. Parce que la polémique l'emporte sur tout le reste, et la radicalité devient la norme. Voilà, c'est contre cela, moi, que j'ai essayé de me battre aussi pour faire avancer la justice de mon pays. Et cette nuance ce sens de la nuance que vous voulez défendre dans votre spectacle, vous allez jouer pendant 1 mois au Théâtre Marigny, ensuite en tournée un peu partout en France, quelques dates aussi en Suisse, en Belgique. Et après, on vous a posé la question, reprendre la robe d'avocat, vous dites pourquoi pas, parce que vous ne voulez jamais dire jamais, instruit du fait... Voilà. Surtout, je veux plus. Vous avez même dit funambule au Cirque Pinder. On aura peut-être d'autres surprises dans les mois qui viennent. Sur le fait de redevenir avocat, est-ce qu'il y a récemment une affaire où vous vous êtes dit « ça, j'aurais adoré la plaider »
Non, à quoi vous faites allusion? Ah non, là pour le coup, question. Vous pensez toujours qu'il y a une... Susciter ma gourmandise. Vous pensez toujours qu'il y a un sous-entendu quand je vous pose une question? Bah, il y en a souvent, donc si vous voulez. Le métier d'avocat... Non, mais le métier d'avocat, là, c'est difficile. Là, pendant quelques années, je vais m'abstenir. J'y reviendrai peut-être, hein, parce que ce sont mes premiers amours. Voilà, ça va vous faire plaisir. Mais pour le moment, non, pas du tout. Et quand certains vous voyez à la présidence du Conseil constitutionnel, en disant qu'Emmanuel Macron pensait éventuellement à la possibilité de vous y nommer. Moi, je vous avoue que, là encore, par rapport à votre caractère et votre liberté de parole, on a un peu de mal à vous imaginer président du Conseil constitutionnel avec un devoir de réserve. On se trompe ou pas? Pardonnez-moi. Non, on se trompe pas, mais tout ça, c'était des choses qui ont circulé dans la presse. Et on ne va pas s'attarder sur des rumeurs, vous et moi, monsieur Duhamel. Voilà. Je n'ai pas été proposé par le président de la République en vue d'une nomination à la présidence du Conseil constitutionnel. Voilà ce que je peux vous dire. Et un tout dernier mot avec vous, Éric Dupond-Moretti. Oui. Toujours sur cette idée de ce que vous pourriez faire après. Sur la politique, là encore, vous dites « je ne m'interdis rien ». Quand on a été ministre de la Justice, 4 ans, il reste quoi? Premier ministre, président de la République Je peux intervenir dans une campagne électorale pour apporter mon soutien à tel ou tel. Mais d'abord, je vais vous faire remarquer que quand j'ai dit que je ne serais jamais ministre, je pensais pas une seule seconde qu'on me le proposerait quand même. Bon. Donc là, j'ai été pris, vous savez, chat échaudé, craint l'eau froide. L'eau froide, voilà. Donc là, vous ne me reprendrez plus à dire jamais, jamais, jamais. Bon. Je suis au théâtre, là, je trouve que c'est un merveilleux moyen d'expression, direct d'ailleurs. Vous avez le trac ou pas? Oui, bien sûr. Bah oui, quand même, si je vous disais que j'ai pas le trac, ça voudrait dire que je n'ai aucune lucidité, bien sûr. Et puis intervenir dans la discussion politique, dans la vie politique, bien sûr. Et puis parallèlement à ça, j'ai construit une société de consulting. Voilà. Bien. Peut-être pour des politiques qui vous demanderont leur avis pour leur programme. Merci. Qu'un jour vous viendrez me voir. Eh ben écoutez, si j'ai le temps, merci. Éric Dupond-Moretti d'être venu nous voir dans C'est pas tous les jours dimanche. Et donc je rappelle, à partir du 1er février, seul en scène, j'ai dit oui au théâtre Marigny, puis un peu partout, jusqu'à peut-être d'autres pays, même un peu plus loin encore. Aux États-Unis, non? On verra. Il y a une grande communauté française aux États-Unis. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti.